Également dans l'actualité de ce jeudi 13 mai 2013, cette grogne de nouveaux bacheliers à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont tenu un sit-in, ce pour réclamer la livraison des nouveaux pavillons de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les bacheliers non orientés qui ont refusé de s'inscrire dans les écoles privées d'enseignement supérieur n'ont qu'à en vouloir à eux-mêmes. Le ministère de tutelle ne peut plus rien pour eux. C'est le ministre même qui l'indique que la date butoir était au 11 courant. Certains d'entre eux avaient rejeté cette alternative. L'Agence nationale de la maison de l'outil a coupé le ruban du centre de Thiénaba Seck. Des centaines de jeunes y seront formés à différents métiers. L'État du Sénégal a débloqué plus de 100 millions de francs CFA pour concrétiser ce projet. Et puis, les toutes premières pluies attendues à Dakar et sa banlieue en mi-juillet prochain. Dans la banlieue de Dakar, justement, les populations de cette banlieue entendent déjà le grognement du spectre des inondations. Mais cette fois-ci, elles n'entendent pas du tout se laisser surprendre. L'entretien éclair reçoit ce soir le directeur général du Bureau sénégalais des droits d'auteur. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en effet, a initié un traité portant sur les exceptions et les limitations en faveur des déficients visuels. Mounir Roussi nous parle de cette première qui se tient dans quelques jours à Marrakech, au Maroc. D'abord, cet accident sur la route nationale à hauteur du centre-ville de Thiès, un conducteur d'un taxi-moto renversé par un camion. Il est mort sur le coup. L'accident est intervenu alors que la victime évitait un taxi urbain. Un blessé s'ajoute à ce tableau. Youssou Baro, Ibrahim Kamara. Les motos-taxi Jakarta font encore parler d'eux à Thiès. Un homme, la trentaine environ, conducteur de ce taxi Jakarta, a été violemment heurté par ce camion. Le jeune homme meurt sur le coup. Le client qu'il transportait s'en est sorti avec quelques blessures. Nous venions de ce croisement après avoir viré vers ici. Nous avons trouvé un taxi stationné devant nous. Nous avons voulu l'éviter au moment où arrivait le camion. Le choc s'est produit et le garçon a rendu l'âme sur le coup. Le chauffeur du camion reste introuvable. Les populations sont dans la consternation et le désarroi. Au moment d'acheminer le corps sans vie d'un jeune homme parti à la fleur de l'âge, d'autres taxis Jakarta poursuivent leur chemin sans casque. Les sapeurs-pompiers n'ont pas mis du temps pour arriver sur les lieux. Ironie du sort, ils revenaient d'un autre accident. Yes. Les nouveaux bacheliers qui bandent les muscles pour arracher la livraison de nouveaux pavillons aux autorités de l'UCAD. Ils ont tenu un sit-in ce matin et annoncent un plan de lutte graduel. Mardieng Abdoukhadr Mbakesek. Le retard dans la livraison des pavillons R, S et F de l'UCAD provoque l'ire des nouveaux bacheliers. Ces derniers exigent que ces pavillons soient livrés dans les jours à venir. Pour maintenant demander les informations qu'il faut, mais aussi exiger encore une fois à l'autorité que la situation soit régularisée dans les plus brefs délais. Mais les autorités, encore une fois, ont croisé les bras par rapport à cette question. Tantôt, on nous dit que c'est l'entrepreneur. Tantôt, on nous dit que c'est un problème de ciment. Tantôt, on nous dit que c'est un problème de fer. Parfois, on nous dit que c'est des problèmes de toilettes. On nous dit que c'est des problèmes d'équipement, d'électricité. On nous a parlé, encore une fois, on en a vu de toutes les couleurs. On en a eu des délais à ne pas en finir. Balla Moussa Goudjabi, étudiant en licence 1 à la faculté de droit, vient de la Casamance. Mais jusqu'à présent, il souffre d'un manque de logement au campus social. On vit des conditions énormément difficiles, des conditions inimaginables. Inhumaine même. Je paye chaque jour 400 francs, aller et retour. Je quitte partiel pour venir à l'ICAD. Chaque jour que je fais, je cours. Du lundi au samedi. Je cours de 8h et je descends tardivement à 19h. Et je dépense chaque jour 400 francs. C'est franchement une économie vraiment énorme pour un étudiant de la licence 1. Ces 3 pavillons qui devaient être livrés depuis des mois sont toujours en travaux. C'est pourquoi ces étudiants donnent un ultimatum de 2 semaines aux autorités du COUD. Pas à le dévoiler de sitôt. Je vous le dis, ce n'est pas ma personne qui est importante. Ce n'est pas à moi seul de prendre des décisions. Nous avons entamé un travail. Nous travaillons avec nos jeunes frères nouveaux bacheliers. Nous avons donné un délai pas moins de 2 semaines à l'autorité compétente et nous lançons l'appel. Moi, j'en suis persuadé. Le président de la République n'est pas bien informé par rapport à la situation de cette université. Les tentatives de joindre les autorités du COUD sont restées vaines après la polémique sur les pavillons préfabriqués. Maintenant, c'est au tour de ces nouveaux pavillons.
L'alternative d'une inscription dans les écoles privées d'enseignement supérieur pour les bacheliers non orientés, c'est terminé. Le deadline était au 11 juin dernier. Une alternative, vous vous rappelez, dont certains bacheliers non orientés ne voulaient pas. Eh bien, ils n'auront qu'à en vouloir à eux-mêmes. Le ministre de tutelle s'en lave les mains. Écoutez-le. Pour moi, cette question ne se pose pas, puisque nous avons donné la chance à tout le monde d'être orienté. Celui qui n'est pas orienté, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Tout simplement. Donc, pour moi, il n'y a pas d'étudiants non orientés. Il faudrait aussi qu'on se dise la vérité. Une année scolaire doit avoir un début et une fin. Nous sommes le 12 juin et nous devons nous préparer pour faire la rentrée au mois d'octobre et au mois de novembre prochain. Je parle, moi, à ma qualité de président de la conférence d'établissement privé. Et je réaffirme haut et fort que tout étudiant qui n'était pas encore inscrit à cette date, nous ne pensons pas être en mesure de pouvoir les accepter encore dans nos universités. Depuis la grève générale du grand cadre des syndicats d'enseignants, c'est aujourd'hui et demain vendredi, le collectif qui dénonce une remise en question de quelques acquis, des acquis sous l'ancien régime, et ces acquis seraient sur le point d'être reconsidérés par les actuelles autorités. En revanche, les enseignants de la région de Matam se démarquent de ce mouvement. Ils soutiennent ne pas vouloir du tout sacrifier les élèves. Nous entendrons les détails dans quelques instants avec Ali Bandel-Niang de la région de Matam. Le ciel ouvrirait ses vannes sur Dakar en mi-juillet prochain, une prévision de l'Agence nationale de la météorologie du Sénégal. L'annonce naturellement qui suscite de l'angoisse dans la banlieue de Dakar, mais cette fois-ci, les populations prennent les devants pour éviter toute mauvaise surprise. C'est un reportage de Adja Ndiaye et Aboubacar Tunkara. Elle est une des rescapées des dernières inondations. À l'approche de la saison pluviale, Néné Diop, cette résidente du quartier Mbaye-Diagne de Guinaw Rail Nord, vit pourtant dans la psychose. Comme la plupart des riverains, elle a acheté des camions de sable pour parer à toute éventualité. Nous nous préparons à faire face à l'hivernage. C'est pourquoi, chaque année à cette période, nous achetons des camions de sable que nous versons dans nos maisons. Auparavant, c'est ici que je vivais avec toute ma famille. Mais les eaux nous ont envahis. Kumba Dianka, elle, n'a pas eu la même chance. Sa maison, emportée par les eaux, elle a décidé de louer une chambre malgré ses maigres moyens. Cette maison était la nôtre après la mort de nos parents. La pluie a tout emporté. J'ai dû déménager dans une chambre que j'ai louée avec mes sœurs. À quelques mètres de là, près du nouveau autoroute à péage, les mêmes précautions sont prises, même si la nouvelle voie routière n'arrange rien. Nous sommes très fatigués à cause de la saison passée. Et avec l'autoroute à péage, la situation risque d'empirer. Nous n'avons même plus par où passer. La saison des pluies, véritable menace dans la banlieue. Alors que l'Agence nationale de la météorologie annonce le début des pluies à Dakar vers le 19 juillet, les habitants de Guinaw Rail, eux, sont déjà en plein hivernage. Je le disais tantôt, les enseignants de la région de Matam qui se démarquent du mouvement de grève générale du grand cadre des enseignants, du syndicat des enseignants, grève générale démarrée aujourd'hui, ce pour 48 heures. Ces enseignants de Matam estiment que les enfants ne doivent pas être sacrifiés pour ce mouvement. C'est la décrispation totale chez les parents d'élèves de l'élémentaire et certains du moyen secondaire. La réunion de concertation convoquée par le gouverneur de Matam, regroupant les différents acteurs de l'école, a été fructueuse. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal accepte toujours le dialogue. Nous avons décidé qu'il faut que les gens continuent à dialoguer pour que cette validation dont on parle, que l'État puisse trouver une solution. C'est pourquoi les sacrifices que tous les enseignants de Matam sont en train de faire, c'est pour aller dans la dynamique d'organiser des écoles. Comme le CELS, l'UDEN et le SIDELS abondent dans le même sens. Par contre, les syndicats des professeurs du moyen secondaire n'ont pas été nuancés dans leur position. Les gens n'ont pas manqué non plus de soulever la question de la faisabilité des examens compte tenu des difficultés que le syndicat traverse à cause du non-respect des accords signés avec l'État. Par rapport à cette position, nous sommes fermes. Nous avons dit que nous respecterons, quoi que cela puisse coûter, le mot d'ordre national. S'il s'avère qu'il y a rétention des notes, nous allons retenir les notes. S'il y a boycott des examens, nous boycotterons également les examens. Un acquis de taille malgré les différentes positions selon l'inspecteur d'académie de Matam qui lui espère plus de moyens logistiques du gouvernement pour assurer une bonne organisation des examens de fin d'année.
Nous avons convoqué tous les acteurs du système éducatif et également les autorités administratives pour partager sur le bon déroulement des examens scolaires de 2013. Nous avons également convié à cette rencontre tous les syndicats d'enseignants. Et nous avons partagé les problèmes, mais également nous avons partagé les défis de l'organisation. Tout le monde, tous les partenaires, y compris les syndicats, se sont réjouis de la rencontre, mais également ils sont engagés vraiment à œuvrer pour le bon déroulement des examens scolaires de 2013. Naturellement, je vais transmettre le message et je pense bien que le dialogue n'est pas rompu. Au sortir de cette rencontre de concertation, le gouverneur de Matam compte poursuivre le dialogue avec les différents syndicats dans le seul but de sauver l'année scolaire. Le nouveau comité de gestion du quai de pêche de Rufisque ne jouit pas d'une unanimité. En effet, son installation a été assez houleuse. Tout un balai d'accusations qui a même impliqué l'inspecteur départemental de la pêche. Voici le compte-rendu de Bira Diagne et Ousseinou Thiam. L'Assemblée générale de renouvellement du comité de gestion du quai de pêche de Rufisque divise les acteurs du secteur. Le président sortant qui a boudé la rencontre parle de vice de forme concernant la procédure. En tant que commissaire au compte, moi je ne peux pas être d'accord du renouvellement. Parce que je suis déçu de l'apport des agents du ministère de la Pêche à travers la préfecture. Parce qu'il y avait des recours et on devait vider les recours. Nous interpellons le président de la République parce qu'il est au-dessus de tout le monde pour que justice soit faite. Le préfet a été trompé par les agents du ministère de la Pêche. Non, moi en tant que commissaire au compte, ce que je peux tout dire, moi je n'ai pas fait de rapport financier, je n'ai pas fait de certification sur les comptes. Comment se fait-il que je puisse d'accord sur un renouvellement? Moi, je ne suis pas d'accord personnellement. Des membres du bureau sortant qui indexent l'inspecteur de pêche qui, à leur avis, a précipité l'Assemblée générale pour, disent-ils, vendre à des promoteurs privés le seul centre de mareyage de la localité. La mise à demeure vient d'un huissier qui nous a remis cela. Donc c'est pour cela qu'on a précipité l'élection du quai de pêche pour mieux faciliter la vente du centre de mareyage Capas. Tout ce que vous avez vu, c'est à cause de l'inspecteur départemental des pêches. Il est là que pour diviser les Rufisquois. Capas appartient au Lebou. C'est pour cela qu'il y a Fenaji Pêche. 5 personnes qui veulent vendre la Capas, que nous, on ne va pas l'accepter. On interpelle le président de la République pour à ce que le patrimoine des Rufisquois ne soit pas vendu à des gens privés. Des accusations que le représentant du ministère de la Pêche minimise et cela n'a pas empêché aux autorités d'installer un nouveau comité et à sa tête l'ancien président Pierre Mboup qui effectue son retour aux affaires. Affaire à suivre également l'avenir de ces jeunes qui vont intégrer la maison de l'outil de Thiénaba-Seck, une maison de l'outil qui devient opérationnelle. L'Agence nationale de la maison de l'outil l'a inauguré hier, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA. Le centre va en effet former des centaines de jeunes à différents métiers. Pafala Wassignaté. Une maison de l'outil bien équipée à Thiénaba pour accueillir un espace multifonctionnel où seront développées des activités pour divers corps de métier. Cette maison est financée à hauteur d'une centaine de millions. Le coût de la construction et les équipements pour une valeur globale de 102 millions francs CFA. Mais l'autre satisfaction que nous avons également, c'est de montrer aux Sénégalais qu'effectivement, le programme, la promesse d'emploi faite par le président de la République, Macky Sall, dans le programme Yoonu Yokkute, c'est en réalité une promesse parfaitement réalisable. Parce que figurez-vous que cette maison de l'outil va polariser à elle seule, si minuscule qu'elle puisse être dans le giron de l'État, va polariser au moins 500 emplois directs et 200 emplois indirects. TEC a la vocation d'être un centre de proximité. Elle contribuera à lutter contre l'exode rural. Et nous avons comme objectif de au moins d'ici 2015 de rendre fonctionnelles 10 maisons de l'outil. C'est pourquoi nous rassurons les corps de métier, nous rassurons les jeunes que l'exode rural d'abord, que le chômage va connaître une baisse drastique parce que 60% de qui chôment ne chôment pas parce qu'ils n'ont pas un métier, mais ils chôment parce que tout simplement ils leur manquent un outil et un cadre de travail. Pour le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, cette maison est la première construite par l'État, parmi tant d'autres déjà existantes. C'est la première maison qui est aujourd'hui inaugurée, certes, mais il y en a d'autres, à peu près 35 éparpillés à travers le pays, pour prendre en charge les besoins en matière d'outillage des ouvriers et des artisans.
qui pourraient être confrontés au terme de leur apprentissage dans les ateliers ou entre autres à des problèmes d'outils. Aujourd'hui donc, nous dotons la maison de l'outil de Thiénaba d'outils qui pourraient les appuyer dans l'exercice de leur métier et dans la production. Cette maison porte le nom de Cheikh Ahmed Ndatsek, qui est le fondateur de Thiénaba. L'inauguration a été rehaussée par la présence de la famille de cet érudit de l'islam et beaucoup d'autres personnalités. 15e sommet de la francophonie en perspective, le Forum des femmes propose un haut conseil sur les droits des femmes également. L'autre idée, une marche nationale pour la paix en Casamance. Le Forum des femmes de la francophonie s'est réuni en prélude à cette rencontre. Mardieng Amina Sow. Cette rencontre du Forum des femmes francophones entre dans le cadre de la préparation du 15e sommet de la francophonie prévu en 2014 à Dakar. Les femmes sénégalaises réfléchissent déjà sur de nouvelles approches telles que la mise en place d'un haut conseil sur les droits des femmes à la politique. Depuis les indépendances, on ressasse les mêmes problèmes, on propose les mêmes créneaux et ça n'empêche que à l'évaluation, les progrès ne sont pas si effectifs que cela. On a fait des propositions, par exemple la création d'un conseil des droits de la femme. Est-ce que les institutions que nous avons aujourd'hui répondent oui ou non aux besoins des femmes? Au cours de cette journée de réflexion, les femmes ont également abordé la question de la paix en Casamance. Elles prévoient une marche nationale pour soutenir leurs sœurs de la région du Sud. Donc, qu'il y ait une marche nationale ici à Dakar, mais également des marches au niveau des régions pour manifester non seulement notre solidarité vis-à-vis des femmes de la plateforme de la région naturelle de Casamance, mais aussi pour montrer aux autorités étatiques que nous sommes preneurs dans ce combat. Le Haut Conseil sur le droit des femmes à la politique sont entre autres propositions du Forum des femmes francophones. Tous ces points seront davantage débattus au cours du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra dans la capitale sénégalaise. Le Sénégal qui se prépare à la réunion du groupe consultatif des 21 et 22 octobre à Paris. Il s'agira de finaliser le programme de financement de l'économie du Sénégal, d'où justement cette rencontre de présentation du document de stratégie et de développement économique et social, un compte rendu de Adja Ndiaye et Daniel Diouf. Le gouvernement du Sénégal se fixe un objectif de croissance de 7%. Le Sénégal est déjà dans cette disposition. La rencontre qui se fera à Paris sera un aboutissement. Nous avons déjà engagé des actions. Ce dont nous voulons nous assurer au groupe consultatif, c'est que l'ensemble de nos besoins est couvert et bien couvert. Même si les autorités sont confiantes sur la viabilité de leur projet, elles attendent la rencontre de Paris pour mesurer l'engagement des bailleurs de fonds à soutenir les efforts du Sénégal pour financer son développement. Nous avions 5 300 milliards dont nous avons déjà trouvé une très bonne partie. Nous sommes en train maintenant d'affiner pour que les besoins soient actualisés, tiennent compte des nouvelles priorités indiquées par le chef de l'État et de l'ambition de notre président de la République. Dans cette entreprise de mobilisation des ressources nécessaires, le gouvernement du Sénégal a impliqué le secteur privé qui a déjà manifesté son intérêt dans bien des secteurs de l'économie nationale. Nous nous réjouissons aujourd'hui que dans des secteurs comme l'agriculture, qui avant n'attiraient pas des privés, qu'il y ait des privés qui commencent à s'y intéresser de façon significative. Nous sommes heureux aussi que dans les mines, que les privés y soient de façon significative. Nous pensons aussi que l'intérêt manifesté par les privés au niveau de l'énergie, avec les constructions de turbines, constitue des facteurs importants. Je peux continuer les exemples pour vous dire que pour nous, l'organisation méthodique du financement privé dans le financement global de notre économie est un impératif. Pour rappel, le groupe consultatif se tiendra les 21 et 22 octobre prochains à Paris pour trouver les financements de la stratégie nationale de développement économique et social du Sénégal pour les 5 prochaines années.
Et puis avant la page des sports de Mamfatou Ndoye, ce sondage qui donne TFM, chaîne préférée des Sénégalais. Vous découvrirez là les statistiques qui l'octroient 25% devant d'autres chaînes. Les résultats qui découlent d'une étude réalisée durant la première quinzaine du mois de mai 2013. Sondage réalisé par l'Institut sénégalais d'études de l'opinion. Voici la page des sports.